Bonjour François Chel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce deuxième épisode du Haut Studio. Avec plaisir. Donc François Chel, vous êtes spécialiste sur les questions de la transformation numérique, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou auprès de grands groupes. Et vous êtes également fortement impliqué depuis plusieurs années dans la transition énergie-climat, que ce soit envers le grand public, les entreprises, et vous animez régulièrement des conférences autour de ces questions. Tout à fait. On est vraiment ravis en fait, de vous accueillir au studio parce qu'on sent que vous allez nous apprendre énormément de choses sur l'impact de la transformation numérique sur la planète. Et le numérique, en ce moment, plus que jamais, connaît une croissance exponentielle et son empreinte environnementale également. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter à l'heure où le débat sur la 5G divise. On en entend un peu parler partout. Et j'ai envie de commencer par une question très simple. Comment expliquer que le numérique pollue autant ? Alors, pour bien comprendre en quoi déjà le numérique pollue, il y a 5 grands défis. Le premier défi, c'est les ressources en termes de matériaux. C'est-à-dire que le numérique utilise beaucoup de métaux rares notamment, et ces métaux rares ont été identifiés dans le siècle à venir, en tout cas dans les 30 à 60 ans, comme étant en pénurie. Deuxième impact, c'est les émissions de CO2. Aujourd'hui, le numérique, on estime que c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. La consommation d'énergie, alors c'est 10% de la consommation d'électricité mondiale, 3% de consommation d'énergie primaire. Il faut bien faire la distinction entre les deux. D'accord. Autre impact, c'est l'effet rebond, c'est-à-dire que plus une technologie en fait, va être efficace et plus on va l'utiliser. Donc c'est comment on maîtrise cet effet rebond lié au numérique. Donc c'est plein d'enjeux liés au numérique. Et pourquoi ça pollue autant ? En fait, déjà tout simplement, le numérique, c'est quelque chose, c'est simple, c'est discret. Quand on utilise une application, quand on va sur un site, tout paraît très simple, on a juste une interface devant soi. Et en fait, derrière, c'est énormément d'éléments qui tournent. C'est-à-dire qu'il faut des infrastructures. Ces infrastructures, il faut des matériaux pour les fabriquer, il faut des usines de production, il faut de l'énergie. Et l'énergie, selon les pays, est fortement carbonée. C'est des dizaines de milliers de kilomètres de câbles, de cuivre, c'est des antennes, etc. Donc c'est une infrastructure qui est énorme. Et finalement, c'est ça aussi qui fait l'impact. Et autre élément aussi, c'est sur les matériaux qui sont nécessaires à la fabrication. Pour donner un ordre d'idée, pour un ordinateur de 2 kg, on va mobiliser jusqu'à 800 kg de matière pour le fabriquer. D'accord. Cette extraction nécessite de l'énergie, nécessite des émissions, enfin forcément il y a des émissions de CO2, et puis c'est énormément de matériaux qu'on va mobiliser pour finalement un outil numérique assez petit. Et globalement, pour l'ensemble des outils numériques, on est sur un rapport 50 à 350 fois le poids de l'outil en matière mobilisée. Donc c'est un peu tout ça, et voilà, c'est un sujet qui est complexe, et c'est du coup la solution qui est complexe aussi. Et il y a un chiffre qui est parlant, que vous dites lors de la conférence que vous avez donnée au GDG des Alpes en début d'année, que si le numérique était un pays, il serait la 3e nation derrière les États-Unis et la Chine en termes de production d'émissions de CO2. Oui, tout à fait. C'est énorme. C'est énorme, et alors... C'est à modérer aussi, parce que on est dans ces ordres de grandeur-là. Mais en fait, la difficulté du numérique, c'est que ça touche tous les domaines, ça touche tous les pays, et puis c'est difficile à quantifier. Mais en fait, le numérique s'immisce de partout, et c'est vraiment important de maîtriser cette empreinte carbone. Effectivement, l'empreinte carbone, elle est considérable. C'est devant l'aviation aujourd'hui. En termes d'émissions de CO2. Et les effets rebonds dont vous parlez, par exemple, vous pouvez nous donner un effet rebond un peu parlant sur le numérique et la planète ? Je vais prendre l'exemple de l'iPhone. Dans les dernières années, la capacité des batteries ont augmenté de 50%. Or, la fréquence de chargement, elle, n'a pas augmenté. Alors que logiquement, on se dit des batteries plus performantes, ça veut dire qu'on va charger moins souvent notre téléphone. Mais en fait, comme les usages ont augmenté, ça a compensé ce gain d'efficacité énergétique. Et là, c'est typiquement un effet rebond qui est illustré. D'accord. Si on revient un peu, on va revenir sur un peu du terre-à-terre. Moi, pour préparer cette interview, j'ai fait plusieurs recherches sur Internet pendant de longues heures. J'ai consulté des vidéos et des PDF sur mon ordinateur et sur mon smartphone, sinon ce ne serait pas drôle. J'ai communiqué avec mes collègues via une messagerie instantanée. Plusieurs messages envoyés avec des pièces jointes, etc. Et le soir, quand je rentre chez moi, évidemment, pour me détendre sur une journée de travail, je regarde 1 ou 2 épisodes d'une série sur Netflix. Ma question, en fait, c'est rentrer vraiment dans notre quotidien, cette pratique numérique, cette habitude, en fait. Et je vais poser une question un peu directe, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard pour changer ces habitudes-là de pratique du numérique ? Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de non-retour et de se dire ça va être compliqué de revenir en arrière maintenant ? En fait, ce n'est jamais trop tard. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire.
Après, ça passe par des questionnements, à se dire, finalement, plutôt que de passer une soirée seul devant mon film Netflix, est-ce que je peux pas, par exemple, faire un jeu de société en physique avec soit la famille, avec les amis? C'est finalement essayer de transformer ces moments où on va être très dépendant du numérique vers des moments plus physiques, où on va privilégier des interactions sociales, on va privilégier d'autres activités qui peuvent être aussi plus actives. Ça peut être aussi de dire, il y a des outils qui servent à ça pour mesurer le temps qu'on passe sur les téléphones, sur les réseaux sociaux tous les jours. Et ça peut être de mesurer ça et de se rendre compte finalement du temps qu'on passe sur le téléphone, à naviguer sur les réseaux, à naviguer sur Internet. Et de petit à petit, c'est en se rendant compte aussi des choses qu'on va commencer à diminuer le temps et à restreindre ce temps de connexion. Donc d'avoir la fibre écolo en réduisant sa consommation numérique, on peut aussi gagner en termes d'attention, en termes de... On parle souvent aussi de détox numérique. Finalement, mêler les deux, c'est bon pour nous en fait. Oui, c'est ça. Et bon pour la planète aussi. Tout à fait. Et il y a un autre enjeu aussi, c'est que le numérique, pour pouvoir diminuer ses émissions, le point clé, c'est l'usage. Donc là, on est typiquement dedans. C'est diminuer nos usages. Alors, il y a plein d'autres éléments, on pourra en parler après, mais de comment on peut réduire cette empreinte. Mais les usages, c'est le point clé de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le numérique. Et donc, quand on parle de limiter l'impact environnemental du numérique, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la sobriété numérique, c'est ça? Tout à fait. Avant de voir avec vous vraiment ce qu'on met derrière sobriété numérique, on va vous montrer en fait une petite vidéo, un petit micro-trottoir que nos 2 super alternantes du O79 ont effectué. Elles sont allées poser des questions à des jeunes de la mission locale Jeunes de Chambéry pour un peu les questionner sur la sobriété numérique et aussi leur consommation du numérique au quotidien. On regarde. Aujourd'hui, on est à la mission locale jeune du bassin chambérien. On vient ici pour interroger des conseillers et des jeunes sur l'écologie, sur l'environnement et sur le numérique. Allez, venez. Essayer de limiter au mieux tout ce qui est numérique. Ça me parle pas du tout. Peut-être utiliser le numérique à bon escient. J'utilise beaucoup internet, déjà au travail on est obligé d'utiliser internet. Les mails, je suis tout le temps sur ma boîte mail. Plus le téléphone, je traîne sur Facebook. Depuis le confinement, on est quasiment passé en cours en visioconférence. C'est énorme. C'est énorme. Wow. On sous-estime l'impact, je pense. Ah ouais. C'est tellement immatériel. Envoyer un mail, voilà ce qui se passe. En fait, nous, on n'a pas ça. Oui, c'est une question à se poser du coup. Avec ce qu'ils inventent en ce moment. Plus de sensibilisation. Pour utiliser les serveurs pour chauffer des bâtiments en hiver. De lutter contre l'obsolescence programmée. Donc François, on vient de voir sur cette vidéo que déjà sobriété numérique, ça parle pas encore à tout le monde, ce mot-là, qui va être compliqué un peu à faire son petit bonhomme de chemin dans sa pratique quotidienne. Et on voit aussi que pour les plus jeunes, sans surprise, mais en même temps je dis les plus jeunes, je me mets aussi dans cette catégorie, c'est compliqué de changer ses habitudes. Tout à fait. Alors déjà, je rebondis sur un exemple qui était dans la vidéo où on disait un mail, c'est 1 heure d'allumage d'ampoule. Autre exemple concret qui peut parler aussi aux jeunes, c'est par exemple un selfie posté sur Instagram, c'est 6 heures d'ampoule. Oui, c'est fou ça. Il y a plein d'autres exemples comme ça. Il y a les panneaux publicitaires numériques qu'on voit tourner, ceux qui sont très lumineux en extérieur. Ça, c'est l'équivalent en temps réel de la consommation d'une famille de 3 à 4 personnes françaises. En termes d'énergie. Donc on voit que c'est effectivement c'est très consommateur. Alors comment on sensibilise? Alors c'est en communiquant comme on le fait aujourd'hui. Il y a une expérience que j'ai beaucoup appréciée qui a été faite auprès d'écoliers de classe, c'était CE2, CM1, CM2. D'accord. Et où on leur posait la question de dire, savoir un peu leurs usages du numérique, connaître leurs usages, et puis leur poser la question de dire par exemple qui aujourd'hui pourrait remplacer le temps passé sur le numérique avec un jeu, avec les parents, les frères et sœurs, etc. Et en fait, il y a plein de mains qui se lèvent à chaque fois, et en fait, c'est en posant ces questions-là qu'on se rend compte finalement, qu'on peut faire rendre compte à ces âges-là, de se dire, ok, le numérique, on peut peut-être le réduire. Après, c'est vraiment de la sensibilisation, puis c'est aussi par des clés. Tout à l'heure, on entendait parler des mails, on entendait parler du temps passé, mais il y a plein de manières de diminuer notre empreinte au niveau du numérique. Une des actions les plus fortes, alors je ne sais pas si on peut attaquer tout de suite sur ces sujets-là, mais bien sûr, oui. Une des actions les plus fortes, c'est tout simplement augmenter la durée de vie du matériel. D'accord. En gros, c'est quoi? Par exemple, un smartphone, on le change tous les combien de temps?
Alors aujourd'hui, j'ai les chiffres exacts pour l'entreprise. Pour les particuliers, j'ai pas les moyennes exactes, mais en entreprise, par exemple, un smartphone, ça a une durée de vie de 2 ans et demi et un PC 3 ans et demi. D'accord. Et pour une entreprise, en fait, passer de 2 ans et demi à 3 ans et demi, on gagne 40% sur l'empreinte carbone du smartphone. Et pour un particulier, de passer d'un smartphone qui a une durée d'usage de 2 ans à 4 ans, on gagne 50% sur l'empreinte carbone liée au téléphone. Simplement parce que la majeure partie de l'empreinte carbone d'un dispositif numérique, c'est lié à la fabrication. Donc plus on va allonger l'usage et plus on va réduire l'empreinte carbone du dispositif. D'accord. Deuxième élément, c'est si on doit changer de téléphone parce que pour une raison ou pour une autre il ne marche plus, alors le réparer dans la mesure du possible, bien sûr, mais c'est passer par des circuits où on va chercher du reconditionné, on va chercher de l'occasion. Après, on parlait tout à l'heure aussi du cloud, c'est effectivement réduire l'usage du cloud, réduire l'usage des mails. Alors les mails, c'est en envoyer peut-être moins, en tout cas quand c'est nécessaire, mais c'est en tout cas faire le moins possible d'envoyer l'envoi de pièces jointes. Parce que c'est ça qui coûte aussi beaucoup, parce que ça gonfle les mails. On oublie les photos de vacances en pièces jointes Exactement. De 3 mégas chacune. Exactement. Pour ça, il vaut mieux utiliser des plateformes de transfert éphémères où rien n'est stocké, ou en tout cas stocké très temporairement pour limiter un maximum. Parce que les mails, souvent ce qui se passe, c'est que ça reste dans la boîte mail et ça reste stocké pendant des années, alors que finalement ce mail-là, on n'a plus l'utilité. Et puis sur les plateformes cloud, c'est pareil, c'est utiliser le cloud vraiment quand c'est nécessaire. Toutes les photos de vacances, même les photos non triées, ça c'est encore le pire, ou les vidéos, etc. Ça prend une place énorme sur le cloud, finalement il n'y a pas forcément d'utilité pour ça. Et il vaut mieux privilégier un stockage ou une sauvegarde physique, c'est-à-dire avoir par exemple un disque dur à la maison, on va sauvegarder nos photos, qu'un cloud en termes d'empreinte carbone. Et puis c'est aussi, j'imagine, éteindre ces appareils le plus souvent souvent possible. Désactiver le Wi-Fi par exemple aussi quand on n'est pas présent au Ça domicile. peut, et puis idem pour les téléphones, enlever le Bluetooth, enlever la 4G, utiliser le Wi-Fi quand on peut, c'est réduire cette connectivité, c'est l'éteindre la nuit quand on n'en a pas besoin. Effectivement. Et quand on est un grand geek comme moi, fan des nouvelles technologies, du coup, c'est réduire un peu aussi la cadence, c'est ça? Tout à fait, réduire la cadence. Et alors, aujourd'hui, il y a le problème d'obsolescence programmée, notamment du fait que, par exemple, les constructeurs, pendant 2 ou 3 ans maximum, vont garantir le fait que le logiciel sur le téléphone va être à jour. Donc cette tendance, cette durée a une tendance à s'allonger, donc ça c'est une bonne chose. Mais il y a encore trop cette incitation finalement à changer régulièrement et fréquemment de dispositif. D'accord. Bon, très bien. Et pour terminer, en fait, on a posé la question ici au 79 à Jérôme Chambard, fondateur de la société Skiply, basée dans les Bauges, mais qui travaille dans le monde entier, c'est la fierté savoyarde, et qui va nous parler en fait de la 5G et aussi des réseaux alternatifs. On l'écoute aussi. Alors, ces débats technologiques, ils existent depuis longtemps en fait. Chaque fois qu'il y a une évolution technologique, il y a des peurs qui émergent. La dernière très connue en date, c'était les peurs autour de Linky. Je rappelle Linky, le compteur connecté. Donc les gens utilisaient la même technologie pour leur Freebox, pour faire passer des vidéos, mais par contre, ça leur posait un problème quand c'était avec un compteur. Donc il y a beaucoup de peurs et d'explications à faire autour de ça. Donc ça, c'est assez légitime qu'il y ait des peurs. Après, ce qu'il faut, c'est bien comprendre les enjeux. Donc la 5G pour l'instant, déjà, elle n'est pas déployée, elle est en cours de déploiement. Elle va répondre à des usages bien précis, où il y a besoin de très peu de latence, où il y a besoin de beaucoup d'informations. Mais il faut comprendre que ce n'est pas inéluctable. Je veux dire, le grossissement des réseaux et l'accélération des choses n'est pas forcément inéluctable. Parce qu'en parallèle de la 5G, il existe aussi d'autres réseaux qui, eux, font le pari inverse et font le pari quelque part d'utiliser des réseaux qui font transiter un tout petit nombre de données quand ça suffit. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la 0G, mais c'est un concept qui commence à vraiment progresser avec des startups comme Sigfox, avec des réseaux qu'on appelle LoRaWAN, comme Orange, comme Bouygues Télécom qui en déploie en France, Chambéry en déploie aussi des réseaux privés. Et donc la 5G, ça va être pour certains usages, et en parallèle, on va aussi avoir des technologies qui vont être adaptées à des tout petits volumes de données. Par exemple, un capteur industriel qui envoie une température toutes les heures, comme ça, intuitivement, c'est peut-être pas très utile d'utiliser un réseau 5G pour faire communiquer les données qu'il va produire en fait. Donc tout ça, ça va être en fait l'enjeu de demain, c'est vraiment de choisir le bon réseau pour les bons débits et les bons usages. Et c'est cet équilibre qui va être intéressant et qui fera que globalement, on pourra faire des choses performantes sans toujours être dans cette course à la performance, au toujours plus finalement. Déjà, les réseaux 0G, ce qui est très intéressant, c'est c'est des réseaux dits basse consommation, longue portée. Alors on va oublier le longue portée pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la basse consommation. C'est déjà aujourd'hui, avec les technologies actuelles, des capteurs connectés qui, avec 2 piles du commerce classique, LR6, peuvent envoyer des données pendant plusieurs années.
Donc là, on voit bien une grosse diminution en fait, de la consommation. Donc ces réseaux-là, ils ont un impact très fort, c'est qu'on pourra multiplier les capteurs sans pour autant surconsommer par rapport à tout ça. On peut l'être, et d'autant plus que dans les prochaines années, on verra arriver des capteurs. Là, j'ai parlé de 2 piles. Demain, il y aura des capteurs qui n'auront plus du tout de source d'énergie, qui seront complètement autonomes en énergie. Il y a des travaux de recherche qui travaillent sur les récupérations de l'énergie dans l'environnement. Il peut récupérer, ça peut être du solaire, c'est un bon exemple, le panneau solaire, mais il n'y a pas que du soleil qu'on peut récupérer. Moi, par exemple, j'ai une entreprise qui fait des boutons connectés, on pourra récupérer l'énergie de la pression du bouton, et comme ces réseaux demandent extrêmement peu d'énergie, peut-être qu'on pourra se servir de cette énergie qu'on récupère avec le solaire, combiné avec d'autres, pour qu'à la fin, il n'y ait plus du tout de piles. Donc on peut rentrer dans quelque chose de très vertueux, et moi je suis très optimiste. Donc on l'a vu François, avec Jérôme, on a de quoi être optimiste, des solutions alternatives existent aussi et commencent à se mettre en place. Tout à fait, et c'est ce qu'on appelle finalement l'approche low-tech. C'est comment on va utiliser un minimum d'énergie, un minimum de technologie pour pouvoir débloquer des usages. Maintenant, je vais revenir rapidement sur la 5G. Effectivement, Jérôme le dit très bien, il faut qu'on arrête à la course à la performance. Et c'est un peu tout ce qu'il y a avec l'enjeu de la 5G. Et pour donner quelques chiffres, en fait, il y a beaucoup de débats en termes sur la 5G, sur son empreinte environnementale, etc. Moi, je vais me focaliser spécifiquement sur la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. D'après Huawei, une antenne 5G va émettre 3,5 fois plus, va consommer 3,5 fois plus d'énergie qu'une antenne 4G à performance maximale. Par contre, la 5G a un débit qui est 10 fois plus important que la 4G. Ça veut dire qu'à volume de débit constant, la 5G est plus performante que la 4G en termes énergétiques. Mais il y a l'effet rebond. C'est-à-dire que d'un côté, on a un gain d'efficacité énergétique, mais de l'autre, on va avoir une augmentation des usages qui va potentiellement compenser partiellement, voire surcompenser les gains énergétiques de la technologie en elle-même. Il y a un autre aspect aussi, c'est l'obsolescence programmée, c'est-à-dire du coup il va falloir des nouveaux smartphones, il va falloir des nouveaux supports qui vont permettre d'accueillir ou d'exploiter ce réseau 5G. Et par rapport à ça, je suis tout à fait en phase avec la proposition de la Convention climat qui est de dire on va faire un moratoire avant de mettre en place la 5G. Et finalement, un moratoire, c'est quoi? C'est juste se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment l'utilité? Quels sont les usages qui vont être débloqués, VS, quels vont être les impacts environnementaux? Et se poser réellement la question de dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller là-dedans? Dans ces technologies-là. Et parfois, le progrès, l'avancée de la société, c'est aussi de dire non à certaines approches technologiques. D'accord, très bien. On a appris beaucoup de choses. On va tous réduire un peu aussi notre consommation pour aussi contribuer à la bonne santé de notre planète. Je prends note ce soir une partie de puissance 4 avec ma fille plutôt que Netflix. Ça sera plus efficace. Et puis, merci beaucoup pour cette intervention, François. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.